terminer, le fait que vous souligniez que c'est difficile, que c'est contradictoire et qu'il y a des logiques qui s'entremêlent et qui ont du mal à faire émerger des solutions finales, c'est naturel. La contradiction, c'est la vie. Et donc, il serait erroné de considérer qu'il suffirait de ceci ou il suffirait de cela pour trouver la solution de tous les problèmes. En passant, j'ai souligné quelques contradictions entre la libre administration des collectivités territoriales, on est pour, on est contre, on est pour. Et la République indivisible, on est pour, on est contre, on est pour. Sauf que quand on les met ensemble, on voit bien qu'il faut mettre le curseur quelque part. Et la responsabilité de l'homme politique compétent et dévoué, c'est de s'interroger sur la place du curseur. Ensuite, sur l'Union européenne, il y a une citoyenneté européenne. Oui, elle a été introduite par le traité de Maastricht et elle figure mot pour mot aujourd'hui à l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est libellé de la façon suivante. Il existe une citoyenneté de l'Union, est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Phrase tout à fait contestable et à la limite stupide, car d'abord on ne décrète pas une citoyenneté, il nous a fallu nous des siècles pour le faire émerger. Elle existe ou elle n'existe pas, et elle ne nous satisfait pas. Bien des interventions l'ont souligné. Mais on ne décrète pas une citoyenneté. Sauf si on veut accréditer l'idée que pour avoir une Europe fédérale, il faut des citoyens. Donc on décrète qu'il y a des citoyens. Mais ça ne les réalise pas pour autant. Toute personne ayant la nationalité, toute personne, un bébé de 6 mois n'est pas un citoyen. Il deviendra un citoyen. Quelqu'un qui est privé de ses droits civiques n'est pas un citoyen, et on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui est privé des droits élémentaires est un citoyen qui est diminué. Donc on ne s'en sort pas en disant toute personne ayant. La nationalité d'un État membre, là on confine aux stupides, car si pour définir une citoyenneté de l'Europe, il faut passer par la citoyenneté nationale, on ne voit pas très bien ce que ça ajoute au raisonnement. D'autant plus que si l'on va dans les articles suivants, 20 et suivants, sur les attributs de la citoyenneté européenne, il y a quoi? Il y a le vote aux élections européennes. Il y a la liberté de circulation et d'installation. Il y a la possibilité de recourir à un médiateur, à une aide consulaire, et puis peut-être une ou deux choses dans ce genre-là. C'est-à-dire une extrême pauvreté. On voit bien qu'il s'agit d'un droit formel qui accrédite une idée que l'on voudrait voir exister, mais qui n'existe pas. Il n'existe pas de peuple, il n'existe pas de citoyen européen. Et donc l'entité Europe est une entité qui s'apparente fort, sauf qu'elle existe quand même, mais du point de vue de la réflexion institutionnelle, à un objet politique et institutionnel non identifié. Alors la citoyenneté pose des problèmes, y compris chez nous, où nous croyons avoir tout dit sur le sujet. Une chercheuse au CEVIPOF qui s'appelle Sophie Duchesne a fait une thèse où elle montre que la citoyenneté française est le produit de la rencontre conflictuelle entre deux types de citoyenneté, qu'elle appelle la citoyenneté par héritage et la citoyenneté par scrupule. Je vais en dire quelques mots. La citoyenneté par héritage, c'est la citoyenneté classique. Nous sommes le produit d'une histoire, je le disais tout à l'heure, nous sommes dans la suite de générations qui ont construit pas à pas une certaine idée de la société dans laquelle nous vivons. C'est la citoyenneté par héritage. La citoyenneté par scrupule est différente. Elle est fortement influencée par la logique du marché. Elle considère que je donne à la société et je dois recevoir en échange l'équivalent de ce que j'ai donné. Je me moque des frontières qui n'ont plus de sens, et ma référence éthique, c'est les droits de l'homme, tout simplement. Pas les droits citoyens, puisque le citoyen est ainsi défini comme un échange marchand. Et il ne faut pas sourire peut-être au côté simpliste, car beaucoup de jeunes sont tentés par cette deuxième interprétation. Et c'est pour une bonne part une explication de la chute de certains esprits civiques dans notre pays
et d'une pente qu'il faut remonter à ce sujet. Voilà. Sur la séparation des pouvoirs, oui, vous avez choisi de considérer qu'on met en cause la séparation des pouvoirs entre la justice et le pouvoir exécutif. Bon, l'affaire Fillon tend à indiquer qu'il y a au moins un exemple, et il y en a aussi beaucoup d'autres en France comme ailleurs. Mais moi, ce n'est pas à cela que je pensais. Je pensais à l'exemple le plus simple que je connais, c'est l'article 20 de la Constitution actuelle, qui dit « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, il dispose de l'administration et de la force armée. » Mais ce n'est pas le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation aujourd'hui, c'est le président de la République. Il y a donc une irruption contraire à la Constitution qui est flagrante. Mais cela dit n'affirme pas ce que vous avez dit vous-même tout à l'heure. Enfin, sur les finalités de Michel de Seine, je ne voudrais pas qu'il existe une confusion, car on sait bien dans les raisonnements, toute finalité est un moyen pour une finalité supérieure et une finalité pour le moyen de l'étage en dessous. Si j'ai évoqué, moi, les 6 problèmes à la fin de mon exposé, à savoir la souveraineté, la démocratie directe, l'élaboration de la loi, l'exécutif, l'état de droit et sa cohérence, et notre conception de la citoyenneté, est-ce que ce sont des finalités ou des moyens? Ce sont les deux en même temps. Et c'est pourquoi je suis un peu sceptique sur le fait de dire, d'une manière qui m'apparaît un peu trop simple, mettons-nous d'accord sur les finalités, après on verra les moyens. Mais les moyens institutionnels sont-ils des finalités ou des moyens? Moi j'ai tendance à considérer que les deux choses sont liées, que la démocratie imprègne les moyens, bien qu'elle soit la finalité suprême d'une organisation sociale. Voilà, écoutez, je vous remercie pour cet échange conflictuel, mais la contradiction, c'est la vie. Merci à Michel Leforce pour ce débat, cet apport. C'était la première fois que nous évoquions lors d'une université d'automne du LPEP les questions constitutionnelles qui présentent, il faut le reconnaître, une certaine complexité. Ça n'est pas d'un abord simple, il faut travailler, il faut faire des efforts. On ne peut pas être spontanément au courant de tous les débats, de toutes les notions qui circulent dans le domaine. Mais l'intérêt de cette discussion, c'est qu'il y a toute une série de notions, de sujets qui ont été évoqués et qui vont constituer un agenda pour nous pour les mois qui suivent. C'est tout à fait clair. On va reprendre tout cela, on va discuter. Donc merci encore à Alice et Leforce et on se retrouve à 21h ici même pour écouter nos camarades d'Autriche, d'Espagne, d'Italie, de Grèce pour une discussion internationale.